Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est patronné par la BNC, Banque nationale de crédit. Accordia Shipping, solution pour voyer machine Haïti. Et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Plein feu sur les Haïtiens vivant, sur des Haïtiens vivant à l'étranger, particulièrement en République dominicaine. Notre premier invité ce matin, le consul général d'Haïti à Santiago, République dominicaine. Nous allons parler de la situation des Haïtiens. La nouvelle est tombée et s'est répandue comme une traînée de poudre. Des Haïtiens en situation irrégulière ne pourront pas louer une maison ou encore un appartement en République dominicaine. Est-ce que l'information est fondée? Si oui, comment réagissent les autorités haïtiennes en République voisine? C'est entre autres l'une des questions que l'on aura à poser à notre premier invité, M. James Jacques, qui est, comme je viens de le dire, le consul général d'Haïti à Santiago, République dominicaine. Monsieur le consul général, bonjour. Merci d'accepter d'être avec nous ce matin pour faire le point sur cette situation. Bonjour, Monsieur Théodore. C'est un plaisir d'être ce matin à Radio Télémétropole pour participer à cette émission, particulièrement pour éclairer, si vous voulez, les lanternes de nos Haïtiens, de nos compatriotes qui sont en Haïti et qui voudraient savoir comment vont leurs compatriotes qui sont ici en République dominicaine, particulièrement à Santiago. Donc c'est un plaisir pour moi et puis on va avancer. D'abord, ça n'a pas toujours été facile pour une catégorie d'Haïtiens. Bon, quand je dis une catégorie d'Haïtiens, par exemple, si vous arrivez là-bas en République voisine, vous avez de l'argent, vous êtes venu, vous y arrivez pour investir, pour dépenser de l'argent, l'accueil va être différent de ce qui est réservé à des ressortissants haïtiens qui sont en quête du travail. Aujourd'hui, est-ce que l'on peut parler d'amélioration des conditions de vie des Haïtiens en République dominicaine? Et alors, il y a la première façon de toucher, de répondre à cette question, sur la question migratoire, c'est déjà de voir que ce problème, le problème qu'il y a entre la République dominicaine et, je dirais, la République d'Haïti, c'est un problème, je dirais, mondial entre les différents pays qui partagent la même frontière. Il y a toujours des crises, il y a toujours des moments difficiles, dépendamment de la possibilité qu'il y a dans tel pays par rapport à tel autre pays. C'est à peu près le même cas. Maintenant, c'est vrai, il y a cette mesure qui a été prise par le gouvernement dominicain, mais ce n'est pas la première fois. Et si vous vous rappelez, il y a la loi 80-20, c'est-à-dire le gouvernement dominicain favorise à 80% l'investissement local, l'investissement national, et puis le reste des 20% est accordé, si vous voulez, aux étrangers, même pas aux Haïtiens, aux étrangers. Mais dans la réalité, est-ce que c'est exactement cela? Si on parle de la situation d'Haïti par rapport à la République dominicaine, vous allez voir qu'il y a un rapport de dépendance, si je peux le dire ainsi. Par exemple, sur le plan commercial, est-ce que la République dominicaine ne dépend pas, par exemple, de la République d'Haïti, si vous voyez ce qui se passe sur les frontières, par exemple, soit à Yaspinia, soit à Darabong, soit à Jimami, vous allez voir combien gagnent les Dominicains à chaque fois qu'il y a des jours de marché. Et je veux répéter, un ancien ambassadeur dominicain en Haïti, M. Bensi, lui-même, et c'est un professeur d'université qui a un beau séjour en Haïti, d'ailleurs, pendant son séjour en Haïti, quand il a travaillé pour son pays, le rapport entre Haïti et le Dominicain était plus ou moins cordial, si je peux le dire ainsi. Et lui-même a fait une conférence, et il a donné une conférence où il a dit que
l'économie dominicaine dépend beaucoup de l'économie d'Haïti. Vous parlez de Robin Sillier Valdez, c'est ça? Exactement. Et c'est lui-même. Et ça fait une vague, cette déclaration, quand il a eu à dire que la République dominicaine, l'économie dominicaine dépend en grande partie de la République d'Haïti. Ça, c'est une chose. Maintenant, dans le domaine des constructions, comme vous parlez de la mesure qui vient d'être prise, dans le domaine de la construction, si vous venez, vous faites une enquête, vous allez voir dans les différentes constructions qu'il y a en République dominicaine, même pas à Santiago seulement, par exemple à Barahona, à Dahabon, et vous allez voir ça aussi à Elias Piña. En grande partie, à Santiago, en grande partie, ce sont des Haïtiens qui travaillent dans ces constructions-là. Donc, est-ce que vous voyez l'équilibre, le déséquilibre apparent, si je peux le dire ainsi, qu'il y a entre cette mesure? Donc, prendre la décision, prendre chose, l'appliquer, c'est une autre chose. Et même, c'est même pas les Haïtiens qui vont être, qui pourraient être l'obstacle à cette mesure, c'est encore les investisseurs dominicains ou les investisseurs étrangers. C'est la question de la construction. Moi, je peux vous dire, je suis à Santiago, je peux vous dire que le maire de Santiago, il engage le service de beaucoup d'Haïtiens, soit dans la voirie, si vous voulez, soit dans des activités de domaine de construction, les places publiques, etc. Donc, ce qui se passe, ce que je veux dire, ce qui se passe dans la réalité, ce n'est pas exactement ce qui est reflété dans les décisions prises par le gouvernement. Est-ce que je dois comprendre, Monsieur le Consul général, que cette mesure était déjà en vigueur? C'est ce que j'allais dire. Il n'a jamais été facile pour un étranger irrégulier, je ne dis pas un Haïtien, pour un étranger, je dirais irrégulier ou qui n'a pas ses papiers, soit de louer, d'acheter, de vivre en République dominicaine. Et ça, je vous le dis, c'est une mesure qui est dans le domaine de la migration, c'est dans tous les pays, les États-Unis, la France. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire si vous avez un visa de touriste. Donc c'est pas aujourd'hui. On risque de se tromper si on se met en tête que l'on peut louer une maison, acheter une maison aussi, alors qu'on est en situation irrégulière ou... Non, la République dominicaine, ça je vous le dis, M. Wender et M. Théodore, la République dominicaine, non seulement pour les Haïtiens, mais pour les étrangers, c'est le pays le plus facile où on peut acheter une maison. Moi, j'ai demandé à plusieurs autorités que j'ai rencontrées, même des hommes d'affaires ici. Vous avez ce qu'ils m'ont répondu. Ils m'ont dit, c'est un investissement. Si vous pouvez laisser le pays, mais cet investissement va rester ici. C'est-à-dire, la politique même du gouvernement dominicain, c'est une politique, je dirais, de progrès, d'investissement, d'encourager des investisseurs haïtiens dans le domaine de l'immobilier. Monsieur Théodore, vous pouvez laisser après l'émission et laisser le pays rentrer en République dominicaine et faire les démarches pour acheter une maison. Je pense qu'en moins de 3 jours, vous avez la maison en votre nom, etc., tout et tout. Mais le problème se situe au niveau du loyer. On ne peut pas louer une maison facilement. C'est pas facile. C'est pas facile, mais je dis que ce n'est pas pour les Haïtiens uniquement, c'est pour tous ceux-là qui n'ont pas les conditions requises, c'est-à-dire une résidence ou un cédulaire, comme on l'appelle ici en République dominicaine. C'est pas facile. N'importe qui, évidemment, et si vous prenez votre cours dans les rues, certains Haïtiens et certains Dominicains, bizarrement, vont dire que si on avait de l'argent, si on avait beaucoup d'argent, si on avait un nom, si on avait un titre, etc., ce serait encore plus facile parce qu'il paraît qu'on facilite même les gens qui ont les moyens d'investir en République dominicaine, de vivre en République dominicaine. Par exemple, j'ai demandé à des étudiants que j'ai rencontrés dernièrement, pour avoir une résidence, comment c'est possible. Et l'un d'entre eux m'a dit que si on donne la garantie qu'on peut avoir $5 000 américains régulièrement, mensuellement, de façon stable,
vous avez la résidence. Si vous achetez une maison à 100, 200 000 dollars américains, vous avez la résidence. Et il y a un ami qui m'a même dit que si vous achetez la maison et que vous repartez, il est très possible que le gouvernement vous contacte pour vous demander pourquoi vous n'habitez pas ici. Et que si vous avez ça, si vous avez besoin des papiers nécessaires, vous allez les avoir pour rester ici. Parce que vous comprenez, la République dominicaine, c'est pas exactement comme le Brésil, mais c'est un pays qui est en voie de développement. Dites-nous, monsieur le consul, dites-nous, il y a eu une rencontre récemment entre les deux présidents des deux républiques. Qu'est-ce que cette rencontre a donné? Alors, ce que j'ai comme, comment je peux dire ça, comme rapport, comme compte rendu de cette rencontre en tant que consul général, il y avait des points bien particuliers que le président voulait. En fait, il y avait aussi le ministre des Affaires étrangères, le docteur Joseph, qui était là. C'était déjà un point probablement que nous allons débattre, c'était pour la question, la possibilité d'autoriser que le gouvernement envoie une délégation de l'ONU pour qu'elle vienne ici prendre les dispositions nécessaires en termes de logistique, en termes légaux, pour pouvoir donner les cartes électorales aux différents Haïtiens, aux différentes Haïtiennes qui vivent ici en République dominicaine, et étant donné que je suis à Santiago, ici à Santiago. Et le deuxième point, dernièrement, le président Abinader a rencontré tous les ambassadeurs accrédités ici en République dominicaine, et c'était pour voir de quelles possibilités il pourrait aider, faire le lobby pour que nous ayons deux hôpitaux construits en Haïti. C'était ça, les discussions faites. Entre autres, les discussions du président M. Jovenel Moïse avec le président Abinader. Maintenant, la question, je dirais, qui concerne les Haïtiens, les étudiants, c'est M. l'ambassadeur Smith Augustin qui s'en charge, et M. le ministre Claude Joseph qui s'occupe de ces questions-là. Mais pour la rencontre entre le président, c'était une rencontre, je peux dire, hautement politique. OK. Maintenant, vous venez de le dire, et récemment, j'ai reçu, ici sur le plateau de la rubrique Le Point, le ministre des Haïtiens vivant à l'étranger qui a annoncé que des démarches sont en cours pour permettre à des Haïtiens vivant à l'étranger de retirer facilement leur carte d'identification. Où est-ce que l'on en est en République dominicaine? Est-ce que ça avance? Est-ce que des Haïtiens commencent déjà à retirer leur carte? Où est-ce que l'on en est? Non, pas encore. La première chose, comme je vous ai dit, il fallait avoir l'autorisation du gouvernement dominicain pour pouvoir venir avec le matériel, pour l'Internet, etc. Et le président s'en était assuré avec le président Abinader. Maintenant, il y a un task force qui est mis sur pied pour cette question. Il y a le ministre Guy François qui fait partie de ce task force. Il y a M. Gonzague, ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, qui fait partie de ce task force. Et puis il y a les différents diplomates, ambassadeurs, consuls, responsables consulaires qui font partie de ce task force. Maintenant, c'est la discussion qui sont en train. Je crois qu'il y avait une réunion hier, je n'ai pas encore de rapport sur cette réunion, mais M. D m'a dit qu'il devrait y avoir une réunion hier sur cette question pour prendre les dernières décisions. Maintenant, il faut fixer les dates pour les différentes délégations pour qu'ils aillent dans les différents pays, par exemple en République dominicaine, aux États-Unis, en France, au Canada, au Chili, au Brésil, en tout cas dans les pays où il y a une forte concentration des Haïtiens. N'oubliez pas que cette mesure va tout droit dans le sens de faciliter aux gens de la diaspora en général, étant donné qu'on parle de la République dominicaine, mais ceux-là qui sont républicains, non seulement d'avoir leur carte électorale, mais de pouvoir voter, participer déjà au référendum qui va avoir lieu le 25 avril prochain, mais pouvoir voter, pouvoir se porter candidat aussi aux prochaines élections. C'est le processus, c'est le chemin même, le parcours qui est en train d'être construit, d'être fait pour que la diaspora puisse désormais être ce que j'appelle moi-même un statut politique en plus du statut économique que la diaspora a toujours eu depuis toujours. Donc, mais nous sommes en janvier. Nous sommes en janvier et la date
date retenue ou annoncée pour le référendum d'abord, c'est en avril. Est-ce que vous pensez que les Haïtiens qui sont en République dominicaine, particulièrement à Santiago, auront le temps de retirer cette carte et même de participer éventuellement à ce référendum s'il doit se dérouler, s'il doit se tenir? Bien sûr. De notre côté, au niveau du consulat, avec tout le staff, nous avons déjà préparé la logistique, nous avons déjà fait une sorte de calendrier. N'oubliez pas, quand on parle de Santiago, c'est comme si on parlait du département de l'Ouest. C'est-à-dire, nous avons Santiago, nous avons Samaná, nous avons Puerto Plata, nous avons San Francisco de Macorís et plusieurs, je dirais, régions ou circonscriptions qui font partie de Santiago. Ce que nous faisons, d'ailleurs, le système était déjà là depuis avant moi, nous avons des agents civiques qui sont dans ces différentes circonscriptions, qui sont déjà là, qui identifient déjà un espace où je vois, par exemple, la navigation et la logistique pour la question de l'Internet, etc. Et l'ONI, comment je veux dire ça, c'est un peu de temps qu'ils vont et que l'ONI va imprimer les cartes. C'est-à-dire, si aujourd'hui on reçoit 50 personnes, demain les cartes seront prêtes, en attendant on reçoit 50 autres personnes. En même temps, à Puerto Plata, ça va se faire, à San Francisco de Macorís, ça va se faire. Évidemment, le central sera ici, au consulat général d'Haïti, à Santiago. Et vous faites quoi en termes de sensibilisation? En plus de votre travail de consul, vous sensibilisez aussi, vous lancez une campagne de sensibilisation, de conscientisation auprès des Haïtiens? Bon, ça, je vais vous le dire, monsieur Théodore. Je ne pense pas qu'on ait besoin de faire de sensibilisation. Je suis arrivé ici en novembre 2013. J'ai rencontré presque tous les secteurs, les étudiants, les vaudouisants, les chrétiens, les commerçants. D'ailleurs, le ministre était là avec monsieur l'ambassadeur et monsieur D. Ils ont vu. Les gens, les Haïtiens qui sont ici réclament automatiquement. Ouais, n'oubliez pas que le problème de documentation, c'est un problème important qui touche beaucoup d'Haïtiens. Donc, déjà avoir sa carte électorale, c'était déjà une volonté manifeste de la part des Haïtiens ici, vivant ici à Santiago. Oui, mais il y avait des annonces. Il y avait déjà des problèmes. Je me rappelle quand Daniel Supplice était ambassadeur, on avait annoncé qu'on allait identifier des Haïtiens et on n'était pas en mesure, le gouvernement d'alors n'était pas en mesure d'identifier ses ressortissants. Est-ce qu'il y a eu amélioration aujourd'hui? Non, une grande amélioration, une très grande amélioration. D'ailleurs, le président de la République a pris plusieurs mesures, plusieurs arrêtés. Par exemple, aujourd'hui, il est permis de faire des déclarations tardives, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas de date de naissance, grâce, je dirais, je ne sais pas comment je peux le dire, mais étant donné que le président veut que tous les Haïtiens en Haïti et ailleurs soient identifiés et munis de leurs pièces d'identité, il a pris cette mesure que le ministre de la Justice a publiée dernièrement, que désormais, et chaque jour, presque je signe un lot d'administration de déclaration tardive, et j'ai eu une rencontre avec monsieur le directeur des Archives nationales, monsieur Wilfried Bertrand, pour faciliter aux Haïtiens qui font la demande des extraits des archives. Et ça avance très bien. Il y a un point focal aux archives qui est responsable des dossiers de Santiago. Et maintenant, pour la question des passeports, ça avance très bien. Maintenant, les Haïtiens veulent avoir le acte électoral pour pouvoir participer, particulièrement au référendum, parce qu'ils entendent, selon les différentes interventions qui se font aujourd'hui avec le travail du CCI, du Conseil consultatif indépendant, il paraît que, selon ce qu'ils disaient avant, que les Haïtiens vont pouvoir politiquement participer à tout ce qui se fait dans le pays, parce qu'il y a longtemps, mais vraiment longtemps, déjà de la Constitution de 1987, le refusait automatiquement. Et depuis 33 ans, les Haïtiens qui vivent dans la diaspora ne pouvaient participer à aucune activité politique. Et qu'aujourd'hui, grâce à
à ce geste, cette réponse de la part du président de la République qui, depuis même avant sa candidature, même avant sa présidence, qui entendait dans les médias des politiciens, des anciens présidents, des gens de l'opposition, des gens du pouvoir, des gens du secteur privé, disent que la Constitution de 1987 et même celle amendée n'est pas adaptée à la situation, au mode de vie des Haïtiens. Non seulement des Haïtiens vivant en Haïti, mais des Haïtiens de la diaspora, mais la Constitution de 1987 excluait catégoriquement les Haïtiens de la diaspora. À vous entendre parler. Ils donnent toujours de l'argent, ils envoient de l'argent. Quand nous sommes candidats, parce que moi aussi j'ai été candidat une fois, nous allons dans les pays où vivent les Haïtiens, nous organisons des fundraising, nous leur demandons de nous supporter financièrement, mais quand il s'agit qu'eux-mêmes, ils participent, ils votent, ils se portent candidats, c'est interdit pour eux. Maintenant, quand les Haïtiens entendent cela, je ne sais pas si vous avez pu participer à l'une des journées de réflexion au Congrès constitutionnel de la diaspora, comment les gens de New York, les gens de New Jersey, les gens du Canada, les gens, en tout cas tous ceux-là qui on a une idée de la réalité. On a une idée de la réalité, on a une idée de la réalité, on a une idée de la demande, du besoin, tout ça. Mais à vous entendre parler, monsieur le consul général, vous nous donnez l'impression que les relations sont vraiment au beau fixe entre les deux républiques. En témoigne cette rencontre qui a eu lieu récemment entre les deux présidents haïtiens et dominicains. Mais malgré tout, les déportations se sont poursuivies. Est-ce que les autorités haïtiennes en République dominicaine, consul général, consul, ambassadeur, est-ce qu'on vous consulte de temps en temps avant toute déportation d'Haïtiens qui étaient en situation irrégulière? Est-ce qu'on vous consulte? Pas toujours, mais ce que nous faisons, et par exemple au niveau de l'ambassade, l'ambassadeur est toujours en contact avec le responsable de l'immigration en République dominicaine, mais dans chaque consulat, il y a un service des migrants. Et je vais vous dire une chose, monsieur Toumba. Ici, chez moi, je parle du consulat d'Haïti à Santiago, nous avons un service de migrants très, très, très dynamique. Et là, je vais vous donner un exemple assez récent et probant. Il y a une jeune fille, disons une fillette de 15 ans, qui a été arrêtée, si vous voulez, par la police dominicaine, les gens de l'immigration dominicaine. Pourquoi? Non, selon ce que nous a rapporté hier, c'est parce que la fille, elle a son passeport, elle a un visa, mais elle était dans les rues. Et puis, elle était dans la voiture, dans le camion pour être déportée. On nous a contactés parce que nous avons un numéro de téléphone qui fonctionne 24 heures sur 24. Moi, on m'appelle presque 4 ou 3 heures du matin et nous avons un avocat ici, Carlos Augustin, qui est, je ne sais comment dire, comment parler de lui, il est tellement actif et dynamique, il est toujours disponible. Nous avons Jacob, nous avons M. Karina qui s'occupe de cette section. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, les services des migrants, on a envoyé un de nos agents. Il discute avec les gens de l'immigration. On nous a remis la fille et on a remis la fille à ses parents. Bon, c'est un cas. C'est un cas, monsieur le consul. Non, mais ils sont plusieurs. Non, ils sont plusieurs. Un cas sur 1000. Je vais vous donner un autre cas. J'ai vu sur les réseaux sociaux qu'on disait qu'il y a un jeune qui a été touché par balle et on cherche ses parents, on ne sait pas où il est, en plus qu'il est blessé. J'ai appelé un des agents qui a été à cet hôpital et qui a vu le jeune homme. Non seulement nous avons contacté ses parents qui sont du corps de paix, nous avons trouvé ses parents qui sont ici en République dominicaine. En plus, nous assurons des frais pour ses soins, pour qu'on puisse le soigner. Et jusqu'à aujourd'hui, il est sous notre charge à l'hôpital pour continuer à le soigner. Ce que je veux dire, le problème, évidemment, on parle de la République dominicaine et ça se comprend. Mais aux États-Unis, au Canada, en France, on fait des déportations. Et si nous, les autorités haïtiennes, nous ne sommes pas disponibles, nous ne sommes pas toujours attentifs, il va toujours avoir des fois de malentendus, des fois de méchanceté,
Donc, il faut que les autorités de tous les pays, il faut que, par exemple, vous voyez ce qu'a fait notre ambassadeur au Canada, M. Atus Robert. S'il ne disait rien, s'il n'était pas actif, s'il ne veillait pas, s'il ne faisait pas son travail d'ambassadeur, le message qu'a publié le journal au Journal du Canada, c'est ce message qui allait être reçu et accepté comme vérité. Or, ce n'était pas le cas. Donc, il faut que nous, les autorités, d'ailleurs, c'est ce que nous a tous indiqué. C'est comme ça que le ministre des Affaires étrangères nous a instruit. Il faut que nous sommes disposés, disponibles pour supporter nos compatriotes. Et c'est pour ça que nous sommes là. Maintenant, ce qui est à leur possibilité, ils le font, à leur responsabilité, ils le font. Là, je parle de l'ambassadeur et du ministre. Le président de la République, non seulement ils le disent publiquement, mais ils le disent à chaque fois qu'il a la possibilité de nous parler. Il nous dit que nous sommes tous haïtiens et que nous devons veiller les uns sur les autres. Et là, le président précise petite difficulté technique. Aussi, quand il est en réunion avec nous, avec les diplomates, il veut que tous les Haïtiens, peu importe leur position politique, tous les Haïtiens soient protégés bien. Allô? Oui, je vous entends. Bon, je vous entends très mal, mais nous sommes arrivés à la fin. Oui. Et de l'interview, James Jacques, je rappelle que vous êtes consul général d'Haïti à Santiago. Je veux bien vous remercier d'avoir été disponible pour nous, parce qu'on souhaitait justement faire le point sur tout ce qui est rapporté par la presse dominicaine et tout ce qui est relayé aussi par la presse locale. Je veux parler de la situation des Haïtiens vivant en République dominicaine notamment. Et là encore, vous êtes la personne tout indiquée, vous êtes consul général d'Haïti à Santiago. Permettez que je vous remercie encore une fois d'avoir été disponible pour Métropole, tout en vous souhaitant une bonne journée. Oui, je voudrais aussi vous remercier de me permettre de rendre public ce qui se fait ici en République dominicaine, particulièrement à Santiago. Mais laissez-moi, avant de partir, réitérer, si vous voulez, c'est le dada, si vous voulez, du président, que dire aux Haïtiens qui nous écoutent partout, particulièrement en République dominicaine, que désormais, avec ce référendum qui va avoir lieu, ils auront la possibilité de voter ce référendum. Et je sais comment ils vont voter, parce que tous les Haïtiens qui vivent en dehors du pays veulent participer activement. Ils veulent avoir ce statut politique, ce statut social, en plus du statut, je dirais, économique qu'ils ont toujours eu. Et aujourd'hui, avec le référendum, on va pouvoir avoir une autre constitution, et avec cette nouvelle constitution, les Haïtiens vivant à l'étranger pourront voter, pourront être candidats, et aux prochaines élections, ne vous étonnez pas, parce qu'on va prévoir, on va aménager une place environ 10% au niveau de la Chambre des députés, au niveau de la présidence, au niveau des collectivités territoriales, et ils vont pouvoir être nommés aussi. Donc c'est en gros la démarche qui se fait, c'est pourquoi on va donner les cartes électorales très prochainement, mais vraiment très prochainement. On va commencer à faire très prochainement. Les dispositions, les logistiques se font, et on a la délégation de l'ONU, et ça va se faire dans tous les pays d'ici avant le 25 avril. Tous les Haïtiens qui vivent à l'étranger auront leur carte électorale, pourront voter au référendum et pourront être candidats et élus aux prochaines élections qui vont avoir lieu selon le calendrier en septembre 2019. Merci. 19 septembre, Merci. 2021. C'est tout ça que c'est le vœu du président. C'est un pays qui marche, c'est un pays égalitaire, c'est un pays où tout le monde se sent à l'aise, se sent intégré. Merci, M. Jacques. Merci à tous ceux qui nous suivaient. À la prochaine. À la prochaine. James Jacques, consul général d'Haïti en République dominicaine. Dans un instant, le nouveau président de l'association professionnelle des magistrats, M. Martel Jean-Claude. On vous revient, madame, monsieur, tout de suite après la pause. Le Point est patronné par la BNC, Banque nationale de crédit. Accordia Shipping, solution pour voyer machine Haïti. Et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point. Nous allons les connaissances avec le nouveau président.
quoi qu'il soit déjà passé à cet espace, le point, la rubrique Le Point de Métropole, mais en qualité de président de l'association des professionnels des magistrats, Martel Jean-Claude est reçu sur le plateau et c'est avec plaisir qu'on l'accueille. Bonjour Président et bienvenue. Bonjour Monsieur Théodore et bonjour à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs de la radio Télémétropole, précisément des fans de la rubrique Le Point. Vous remplacez le juge Wando Saint-Villiers et vous êtes apparemment un jeune président. Et qu'est-ce que vous entendez insuffler à la magistrature en tant que jeune président? D'abord, au niveau de l'association professionnelle des magistrats, nous avons jugé nécessaire de promouvoir ce qu'on appelle l'alternance, de promouvoir les voies démocratiques pour arriver au timon des affaires de l'association. C'est la raison pour laquelle on a programmé des élections qui ont eu lieu. Le processus était très ouvert, était transparent. Et de cette élection, on a élu un nouveau comité dont j'ai l'honneur de présider. Maintenant, ce nouveau comité a pour mission d'abord de poursuivre le travail qui a été réalisé par le comité sortant, qui a vraiment porté la PM par devant la scène juridique et judiciaire, où aujourd'hui l'association professionnelle des magistrats est très appréciée dans le milieu du droit haïtien. Et nous entendons aussi promouvoir, défendre d'abord l'indépendance du pouvoir judiciaire, comme il est consacré dans la Constitution, et aussi défendre les intérêts matériels, moraux des magistrats, des questions de traitement, des questions de meilleures conditions de travail. En gros, c'est ça le chantier du nouveau comité. Oui, mais est-ce que vous avez défini des priorités spécifiques? Parce que vous ne pourrez pas tout faire ensemble. D'abord, on a des priorités à court, moyen et long terme. Maintenant, au niveau structure, comme priorité, nous voulons essayer de fidéliser nos membres, de permettre à ce que les membres soient connectés avec l'association. Et ensuite aussi, nous voudrions aussi travailler pour permettre à ce que les magistrats ont des meilleures conditions de travail. Ça va prendre beaucoup de temps, mais nous pensons y arriver. Et sur cette priorité, et la presse, comme toujours, j'espère que la presse aura à nous accompagner dans les revendications que nous aurons à apporter, notamment pour que la justice soit effectivement indépendante, mais pour que les magistrats aient un meilleur traitement. Vous venez justement de parler de revendications. Est-ce que l'objectif de l'association, c'est se comporter comme un groupe de pression pour exprimer les revendications et tout simplement? Non, mais ce n'est pas que ça. L'association professionnelle des magistrats est un syndicat. Nous regroupons les magistrats judiciaires, qu'ils soient des magistrats assis et des magistrats debout, qui ont intégré la magistrature par l'intégration directe pour les avocats militants et par la voie de l'école de la magistrature. Maintenant, maintenant notre premier devoir, c'est d'abord de défendre les intérêts matériels et moraux des magistrats. Maintenant, à ce titre, l'un des moyens d'y parvenir, c'est évidemment d'adresser des revendications pour y arriver. Mais aussi, au niveau de l'association, nous voulons aussi contribuer au progrès aussi du droit et de la justice. C'est ainsi, nous avons, dans des périodes différentes, produit des remarques, produit des documents. Nous avons organisé beaucoup d'ateliers sur les questions de code pénal, code de procédure pénale. Nous avons aussi, il y a aussi certains de nos membres qui ont eu à publier des ouvrages de droit. Nous avons organisé des colloques, la dernière des colloques. Et, le dernier en date, c'était évidemment de réfléchir sur le statut des commissaires du gouvernement à l'aune de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Évidemment, c'est de revendiquer des meilleures conditions de travail et de traitement pour les magistrats, de défendre l'indépendance du pouvoir judiciaire, mais aussi c'est de contribuer d'une manière large au progrès du droit et à l'amélioration de l'accès à la justice en général. Il y a aussi une perception
Et quand on parle de la justice, de l'appareil judiciaire qui est dysfonctionnel, quand on parle des institutions haïtiennes qui sont faibles, on parle aussi des juges qui sont corrompus. Et quelle est la place de ces critiques dans l'agenda du nouveau président? C'est une préoccupation pour nous autres au niveau de l'association professionnelle des magistrats. La justice est l'institution qui est placée au sommet pour lutter contre la corruption. Lorsque les rapports sont adressés par les organes de lutte de la corruption, maintenant il reviendra au juge de prononcer, s'il y a lieu, la culpabilité d'une personne qui est accusée de la corruption. Mais il se trouve que... On ne peut pas être... Je sais que je demandais ça à un juge, à un magistrat, mais comment être juge et partie? Non, ce n'est pas juge et partie, mais je comprends votre raisonnement. C'est que nous, magistrats, nous devrions se placer au-dessus de la mêlée. Il se trouve que on nous reproche la justice. Avoir les yeux bandés. Évidemment. Malheureusement, on reproche aussi que la justice soit corrompue. Et je ne sais pas à quelle proportion, mais je dois vous dire que cette assertion, malheureusement, elle est fondée. Et là encore, la loi aussi prévoit ce qui doit être fait. C'est ce qui doit être fait. C'est pourquoi nous exhortons le CSPJ, qui est l'organe de discipline pour les juges, et le ministère de la Justice, qui est l'organe de disciplinaire pour les parquetiers, d'agir pour assainir la justice, pour s'assurer que les magistrats soient au-dessus de tout soupçon, pour que lorsque le justiciable arrive par devant un tribunal, il n'aura pas à imaginer que le magistrat, sa décision va dépendre de ce qu'il est monnayé ou non. Et aussi, il y a le processus de certification des magistrats, qui a une obligation que la loi a faite au CSPJ. Et on est en cours de certification, puisqu'il y a 3 listes nous sommes à la 3e liste. Vous avez salué la dernière décision prise par le CSPJ? Oui, au niveau de l'association, on la salue puisque c'est une obligation légale. Et d'ailleurs, le CSPJ existe depuis 2014. Maintenant, c'est une obligation qui lui a été faite de certifier l'ensemble des magistrats en fonction. Ça veut dire qu'on a du retard dans le processus de certification. Il se trouve que ça demande beaucoup de moyens, beaucoup de temps pour arriver à certifier l'ensemble des magistrats. Et le CSPJ a procédé par groupe. Maintenant, nous sommes à la 3e liste qui a été rendue publique par le CSPJ. Mais là encore, nous avons constaté que lors de la publication de la dernière liste, il y a eu beaucoup de remous, notamment des magistrats qui s'en plaignaient de ce que le résultat était biaisé. C'est pourquoi nous avons formulé des propositions au CSPJ afin d'améliorer le processus de certification pour permettre aux magistrats qui sont reprochés d'avoir les moyens de savoir, voici les faits qui lui sont reprochés, et aussi d'apporter aussi leur défense pour s'assurer que lorsque liste... Il y a recours. Oui, il y a recours, et là encore, malheureusement, et la loi créant le CSPJ, puisque c'est une commission technique qui réalise la certification. Cette commission est composée de 6 membres. Il y a 3 qui sont désignés par le CSPJ lui-même. Il y a 3 aussi qui sont désignés par le ministre de la Justice. Maintenant, ces 6 personnes vont enquêter, et il y a 2 paramètres qui sont pris en compte. D'abord, c'est la question de qualification. Est-ce que le juge, lorsqu'il intègre la magistrature, est-ce qu'il l'a intégré en respectant les conditions, les qualifications requises par la loi? Tout simplement, est-ce qu'il est qualifié? Oui, est-ce qu'il est qualifié? Et le second volet, c'est la question d'intégrité. Est-ce que le juge est loyal? Est-ce que le juge est diligent? Maintenant, de ce processus, la commission va élaborer son rapport et va l'adresser au CSPJ, et le CSPJ, s'il y a lieu, va l'entériner ou non. Une fois que le CSPJ l'a entériné, malheureusement, il n'y a pas, d'après la loi, il n'y a pas de possibilité de recours. Peut-être il y aurait possibilité de faire un recours gracieux, mais juridiquement, il n'y a pas un recours. Et c'est pourquoi nous exhortons le CSPJ, même avant même d'entériner le rapport, avant même de le communiquer au grand public, il fallait voir avec les magistrats dont leur nom
figurent dans la liste comme non certifiés, est-ce que ces magistrats n'ont pas évidemment de reproches à formuler sur le rapport pour permettre que le magistrat ne se sent pas violé, son droit ne soit pas violé, et puisque le but recherché, c'est d'assainir la justice, de faire en sorte que les justiciables reprennent confiance en la justice. Je ne vous laisserai pas partir sans aborder avec vous un point qui préoccupe de nombreux citoyens haïtiens. La sécurité, vous êtes concernés, tout le monde est concerné aujourd'hui, alors que des reproches qu'on fait souvent aux juges, c'est qu'ils remettent en liberté des criminels. Par exemple, un kidnappeur qui a beaucoup d'argent pense que même s'il a été jugé, condamné, il sera soit libéré par un juge, soit il y aura une évasion et qu'il pourra facilement sortir de sa cellule. Maintenant, à la lumière de cette critique portée contre les magistrats, est-ce que vous, en tant que président de l'association, vous entendez jouer un rôle pour que l'assassin, le criminel, le kidnappeur puisse purger sa peine? Il y a deux niveaux de la question. Maintenant, en ce qui a trait aux possibilités d'évasion dans les prisons, ça ne nous concerne pas. Ça ne nous concerne pas. Maintenant, en ce qui a trait aux décisions rendues par les tribunaux. Là encore, je ne suis pas ici pour dédouaner mes collègues magistrats, puisqu'il y a des critiques, il y a des dénonciations qui ont été faites disant que telle personne a retrouvé leur liberté parce qu'il a octroyé de pots de vin aux magistrats. Ça a été monnayé. Oui, ça a été monnayé et je ne peux pas ici nier cette réalité. Mais aussi, il faut voir aussi que la justice fonctionne à travers des procédures. Et les procédures sont établies pour garantir le droit à un procès équitable. Et les avocats, ils sont là pour vérifier est-ce que la procédure a été respectée dans les affaires qui sont par devant les tribunaux. Pour arriver au tribunal le jour du procès, il y a un ensemble de procédures qui devront être faites de la commission de l'infraction, de la police judiciaire, du juge de paix, arriver au cabinet d'instruction pour arriver au stade du jugement. Maintenant, ça peut arriver qu'il y a eu des défaillances pendant tout le long de ce processus. Soit le policier n'avait pas fait bien son travail, le juge de paix a fait une erreur, et arrivé au procès, le juge peut se trouver dans une situation où il n'y a pas d'assez d'éléments pour arriver à la culpabilité de la personne. Puisque ce que vous devez savoir, le juge n'est pas Dieu. Le juge n'était pas présent lors de la commission des faits. Maintenant, le juge va apprécier les éléments du dossier. Ces éléments ont été récoltés par les policiers au niveau, voilà, les policiers, le juge de paix, le cabinet d'instruction. Ça peut arriver que le dossier en soi ne contient pas d'éléments suffisants pour permettre au juge de condamner la personne. Ça peut arriver. Comme aussi, ça peut arriver que la personne accusée a monnayé ou a eu la sympathie du juge pour tel motif. Là encore, au niveau de l'association, nous travaillons dans un premier temps d'essayer de conscientiser nos magistrats à cultiver les valeurs éthiques et déontologiques. C'est pourquoi nous avons eu un projet malheureusement qui a été handicapé par le Covid-19, où l'on allait en juridiction pour animer des formations pour nos magistrats sur l'éthique et la déontologie. Mais avec le Covid-19, on a arrêté, mais une fois que la situation s'améliore, c'est pour permettre de porter nos magistrats à agir avec intégrité et pour permettre que la justice soit moins critiquée. De l'autre côté aussi, il faut aussi au niveau de la police judiciaire, lorsque les policiers sont en formation initiale ou continue, qu'il y ait des cours qui leur permettent de mieux apprécier les espèces, comment procéder pour recueillir les preuves, pour que le juge ait cette possibilité d'avoir des éléments suffisants pour se prononcer. Maintenant, il faut voir. Le policier prépare les dossiers. Oui. Il les prépare seul. Il les prépare seul avant de les acheminer
au tribunal, au parquet. Oui, au tribunal, par exemple. Oui, mais un dossier mal préparé, par exemple, si le juge s'en rend compte, au lieu de procéder à la remise en liberté du suspect, est-ce que le juge ne peut pas... Ça dépend, ça dépend. Des fois, c'est très tard. Ça dépend. Prenons un cas de figure. On a trouvé en possession d'une personne un pistolet. Maintenant, le policier qui a constaté cette situation, la loi dit comment il doit procéder. Maintenant, d'abord, le policier doit interpeller cette personne, doit faire un rapport sur les circonstances dans lesquelles il a arrivé au constat que cette personne avait en sa possession un pistolet. Et au moment du jugement... Et le policier va adresser son rapport... Le corps du délit s'est volatilisé. Avant d'arriver vers là. Et aussi, la loi vous dit comment le policier doit conserver cette arme. Et on doit rédiger un procès-verbal. La personne qui était détentrice de l'arme à feu doit signer le procès-verbal. On doit le cacheter et l'envoyer au juge de paix. Et ça m'arrive comme juge, dans un dossier, j'ai vu un pistolet et il y a une personne qui est soupçonnée d'avoir eu en sa possession le pistolet. La personne est poursuivie pour détention illégale d'armes à feu. Il n'y a aucun rapport, il n'y a aucun procès-verbal. Et je ne vois nulle part comment le policier a eu connaissance que cette personne a eu un pistolet et le policier l'a interpellé. Maintenant, lorsque, arrivé au jugement, si la personne nie, au moment de son arrestation, il avait en sa possession une arme à feu, il n'y a aucun document de la police judiciaire où il attend les circonstances dans lesquelles cette arme a été trouvée, moi, comme juge, je ne saurais conclure que la personne est coupable de détention illégale d'armes à feu. Et je ne peux... C'est là que je voulais... Je ne peux pas demander aux policiers de recommencer. C'est trop tard. C'est pourquoi, pour résoudre cette question... Puisque c'est trop tard, la conclusion, c'est quoi? La conclusion, le juge serait dans une difficulté de conclure que la personne était en possession, avait en sa possession une arme à feu. Et l'arme ne pourrait ne pas appartenir au suspect. Ça peut arriver. Et la décision du juge, c'est... Mais puisque les éléments du dossier ne sont pas concluants, ne permettent pas au juge de déterminer si l'individu en question portait une arme à feu, maintenant vous imaginez Donc, la responsabilité de la remise en liberté du suspect est à la police. Bon, en l'espèce, oui. C'est pourquoi il faut s'assurer que nos policiers soient mieux formés. Comment recadrer ou comment encadrer les policiers? À travers des formations initiales lorsqu'ils sont à l'école de police et aussi des formations continues. Et c'est valable aussi pour les kidnappeurs arrêtés puis libérés? Non, je n'ai pas de cas de figure là-dessus, mais ce que vous devez savoir, la justice fonctionne à travers des procédures. Et les procédures sont établies par la loi et elles visent à un procès équitable. Maintenant, lorsque vous comparaissez par devant le juge, il faut savoir à l'avance, voici les procédures que le juge doit suivre pour arriver à telle décision. Et l'avocat, lui, son travail, c'est de veiller à ce que cette procédure soit respectée. Maintenant, il faut s'assurer que du côté des policiers, du côté des OPJ, que les procédures aient été respectées pour arriver à la phase du jugement où le juge aura des éléments suffisants pour lui permettre d'apprécier l'espèce, puisque le juge n'est pas Dieu. Il ne sait pas comment les faits se sont déroulés. C'est à travers les rapports, les procès-verbaux, que le juge aura une connaissance réelle des faits, évidemment à travers des questions, des témoignages. Et là encore, on a cette difficulté en Haïti où on a peu de témoins qui décident de comparaître au tribunal. Non, parce qu'il et le témoignage est fondamental, est capital dans toute justice. Au péril même de la vie du témoin, puisque nous sommes en Haïti, c'est ce qu'on vous dira. Oui, mais il faut faire un choix. Est-ce qu'on va se cantonner à critiquer la justice
ou est-ce qu'évidemment, on peut la critiquer, mais aussi aider aussi à l'amélioration de la justice. Si on sent... Si on est dans un état de droit où tout marche, où le juge est intègre, comme vous l'avez dit, je vous assure que certains gens vont accepter de se présenter au tribunal pour témoigner. Oui, mais pour arriver à une justice qui fait confiance aux justiciables, maintenant, ce n'est pas du jour au lendemain. Maintenant, c'est un processus et le citoyen aussi doit participer. Bon, on a comme l'impression que les choses ont dégénéré. Malheureusement, on constate que la justice ne s'est pas améliorée pendant ces dernières En votre qualité de président de l'association, vous êtes là pour représenter vos pairs, vous êtes là pour défendre les intérêts de vos collègues, mais en même temps, est-ce que vous n'avez pas une autre mission de rendre justice, de rendre justice à qui justice est due, et même de renforcer autant que faire se peut le système judiciaire? Ben, évidemment, c'est l'un des rôles de l'association. Maintenant, comment vous allez vous y prendre pour y parvenir? Voilà. La justice, d'abord, ce sont les juges et les commissaires du gouvernement. Maintenant, la justice, pour répondre aux aspirations des justiciables, la justice doit mieux s'organiser. Maintenant, à travers des lois, la justice doit mieux s'organiser aussi, mais il faut que aussi la justice ait les moyens nécessaires pour répondre aux aspirations des justiciables. Maintenant, il faut qu'on arrive à une indépendance effective de la justice. Maintenant, est-ce que les juges sont effectivement indépendants? La réponse, c'est non. Il y a beaucoup d'entraves à l'indépendance de la justice. Il faut arriver aussi à savoir, et ce n'est pas de savoir, la réponse, elle est connue. Est-ce que la justice a les moyens nécessaires pour fonctionner? Une dernière question. La réponse est non. Avec 1% du budget national, la justice ne saurait être efficace. Une dernière question, magistrat. Ouais. Qu'est-ce qu'il vous faut pour être indépendant? Qu'est-ce qu'il nous faut pour être indépendant? Oui. Mais là, je parle d'un juge. Qu'est-ce qu'il vous faut pour être indépendant et même efficace dans votre travail? En parlant de l'indépendance du pouvoir judiciaire, il faut voir la question à deux niveaux. Il y a l'indépendance personnelle du juge, mais aussi il y a l'indépendance de l'institution. Or, l'indépendance personnelle du juge ne saurait être... L'indépendance personnelle du juge, c'est au cas par cas. Maintenant, il faut s'assurer que l'institution judiciaire soit indépendante. Et pour qu'elle le soit, il faut que les lois garantissent cette indépendance. On a cette actualité où il y a beaucoup de juges qui ont vu leur mandat renouvelé par le président de la République. C'est le CSPJ qui est l'organe qui donne un avis favorable aux juges le CSPJ décide que le juge, son mandat doit être renouvelé et donne un avis favorable et adresse cette liste au président de la République, qui a l'autorité de nomination. Malheureusement, le président, et c'est vraiment regrettable depuis quelque temps, on sent que le président prend beaucoup de temps pour procéder au renouvellement. Et lorsque le renouvellement a lieu, on constate qu'il y a des noms qui n'ont pas vu il y a des juges qui n'ont pas vu leur nom porté sur la liste de renouvellement, quoique ces juges ont bénéficié d'un avis favorable. On ne sait pas pour quel motif, mais on peut imaginer. C'est le cas, par exemple, du juge Jean-Willer Morin, qui a été déclaré certifié par le CSPJ. Son mandat n'est pas renouvelé. Il y a aussi le juge Chavan-Etienne qui instruit le dossier qu'on appelle Massacre La Saline. Son mandat n'est pas renouvelé. Il y a aussi le juge Emmanuel Vertiller du Cap-Haïtien qui a instruit le dossier qu'on appelle Café Trio. Son mandat n'est pas renouvelé. Pour quel motif? On ne sait pas. Mais il se trouve que ces juges, vous le savez, ces dossiers... Est-ce que c'est une et dernière liste? Il n'y a pas une autre liste qui est... Non, c'est deux listes. Maintenant, vous imaginez... Dans les deux listes, ces noms-là oui, ne figure pas. Maintenant, on peut l'interpréter, voilà. Maintenant, nous pensons que ceci est une interférence, puisque c'est le CSPJ qui est l'organe qui est habilité à déterminer si une personne est apte à remplir la fonction de juge. Maintenant, là encore, si la loi, les juges ont un mandat limité, comme juge au TPI,
Maintenant, j'ai un mandat de 7 ans. Maintenant, je me pose cette question à la 6e année, est-ce que mon mandat va être renouvelé? Maintenant, qui va le renouveler? C'est le président. Maintenant, si je reçois une sollicitation de l'entourage du président et je n'ai pas donné suite favorable, maintenant, il y a de fortes possibilités que mon mandat ne soit pas renouvelé. Là encore, c'est une atteinte même à l'indépendance du pouvoir judiciaire. Maintenant, le juge, de manière individuelle, doit être indépendant. C'est le savoir-être du juge. Mais là encore, on ne peut pas comprendre, résoudre l'indépendance de l'institution par rapport à un juge. Il faut permettre en soi que la justice, à travers des lois, bénéficie des garanties qui lui permettent d'être véritablement indépendante. Merci, magistrat. Martel Jean-Claude, président de l'Association professionnelle des magistrats, merci infiniment d'avoir accepté d'être avec nous ce matin à Métropole. Je vous souhaite bonne chance et puis une excellente journée et à bientôt. Merci beaucoup, monsieur Théodore. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous ce matin. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une excellente journée avec Métropole. Et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est patronné par la BNC, Banque Nationale de Crédit. Accordia Shipping, solution pour voyer machines Haïti. Et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries.